Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire sur la thématique de la commande publique et de l'économie circulaire, dédié au décryptage du décret d'application de l'article 58 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'INEC, pour ouvrir ce webinaire. Déjà, merci à tous de nous avoir rejoints pour cet événement en ligne. Alors, je sais qu'une bonne partie d'entre vous était déjà là pour un webinaire que nous avions organisé au mois de janvier sur le mieux-disant dans la commande publique au service de l'économie circulaire, alors qui avait eu de très bons échos, mais aussi des questionnements pour aller plus loin et apporter des explications vraiment des moyens de mise en œuvre pour ces questions-là. C'est pour ça qu'on a fait le choix aujourd'hui d'organiser ce webinaire avec une thématique qui est plus technique, qui est vraiment à destination d'un public qui est plus expert, en s'appuyant donc sur la publication du décret de l'article 58 de la loi AGEC. Vraiment avec ce souhait d'aborder à nouveau le sujet de la commande publique, mais en décryptant plus spécifiquement les nouvelles obligations d'économie circulaire à respecter pour les acheteurs. Donc, l'adoption de ce décret, elle réaffirme vraiment le rôle majeur de la commande publique dans la transition écologique. Alors, rôle majeur du fait de son poids économique. La commande publique, on le répète souvent, mais c'est 10% du PIB français, 14% du PIB européen. Donc, c'est un levier majeur pour la transition vers une économie circulaire. Il y a aussi la dimension exemplarité des pouvoirs publics qui est souvent rappelée dans les différents textes réglementaires. Et enfin, compte tenu des volumes d'affaires qui sont engagés par la commande publique, ça peut vraiment avoir un impact très positif à la fois sur l'offre économique et sur les pratiques des fournisseurs. Donc, au-delà, même d'ailleurs des réformes qui peuvent avoir lieu en France, on voit bien qu'on se situe dans un cadre qui est européen et donc le renforcement du besoin d'accompagnement des acheteurs pour intégrer les principes d'économie circulaire dans leurs pratiques, ça nous paraît vraiment être un axe majeur à travailler. D'ailleurs, en témoigne, pour ceux, je pense que vous êtes nombreux à suivre le projet de loi climat, le volume d'amendements qui est consacré à la transition écologique et en particulier aussi à cette dimension circulaire est relativement significatif. Donc, on voit que c'est vraiment un élément qui est très important dans les transformations des politiques publiques et dans les attentes. Donc là, on est vraiment, l'objectif aujourd'hui, il est double, de revenir sur le cadre réglementaire de la commande publique avec les évolutions qui peuvent avoir lieu depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et je remercie d'ailleurs vraiment chaleureusement de pouvoir bénéficier de l'expertise du MTE. Donc voilà, ceux qui étaient vraiment au stylo pour s'écrire ce décret. On s'est dit que c'était quand même les mieux pour venir aussi nous l'expliquer et travailler plus spécifiquement donc sur les nouvelles règles qui sont mises en œuvre, nouvelles règles, nouvelles obligations qui sont mises en œuvre au travers de ce décret, et aussi de mieux connaître les outils d'accompagnement qui sont mis en œuvre par le MTE pour permettre à l'ensemble des acteurs qui sont concernés de gérer au mieux cette transition dans leur pratique. Donc vraiment, je remercie vraiment très très chaleureusement Frédéric Siméon d'avoir accepté de venir parler aujourd'hui, et voilà, je cède la parole à Pauline Thiberge qui va présenter déjà le cadre général avant de rentrer dans des éléments plus spécifiques. Merci à tous. Merci beaucoup, Emmanuelle. Alors, pour apprendre, favoriser les échanges et essayer d'apprendre à mieux se connaître, je vous propose en tout premier lieu de faire un petit sondage. Donc, pour répondre à ce sondage, c'est très simple. Vous avez juste à flasher avec votre téléphone le QR code qui est affiché à l'écran. Et ensuite, on va vous poser 2 petites questions pour connaître la nature de votre structure et connaître un peu plus spécifiquement aussi votre domaine d'intervention. Donc, je vous laisse prendre votre téléphone et pour répondre à ce petit sondage. Hop. Super. On voit qu'on répond assez rapidement.
Pour le moment, le secteur privé l'emporte. Je laisse encore quelques minutes aux différents acteurs afin de pouvoir compléter ce sondage. Voilà, donc le secteur privé, effectivement. Je passe à la question suivante, peut-être. Alors, l'idée, c'est bien évidemment, lors de ce webinaire, vous avez un chat. Vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure et on y répondra à la fin pour vraiment traiter de façon groupée les différentes questions. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, 32 réponses pour le moment. Je passe à la question suivante. Pour connaître un peu plus spécifiquement votre domaine d'intervention, votre poste. Voilà, vous avez 2 mots-clés que vous pouvez compléter. Donc, ça peut être voilà, acheteur, fournisseur de solutions, élu, ou votre domaine d'intervention. Voilà. OK, affaires publiques, emballage, environnement, numérique, économie circulaire, chargé de mission, ingénieur. C'est assez interactif comme outil, c'est vraiment sympa. Référence sociale, réemploi du mobilier, OK. Achat responsable. Super, donc on voit qu'on a quand même non seulement un équilibre entre les structures issues du secteur public et issues du secteur privé, mais aussi une variété du domaine d'intervention, ce qui témoigne que l'intérêt autour de la commande publique circulaire, elle transcende au final la seule sphère des acheteurs publics. Donc on est ravis. Super. Business développement, OK, chargé d'études. Donc, on a encore plus de réponses que le premier tour. Super. Bon, j'en termine avec ce partage d'écran. On revient à la présentation générale. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est de revenir un peu plus en détail. Comme l'a évoqué Emmanuel, l'objectif de cette réunion est tout d'abord de reposer le contexte, le cadre réglementaire de la commande publique circulaire. Et donc notamment de revenir sur les différentes évolutions issues de la loi AGEC. Donc nous avons à la fois des évolutions d'ordre général et des nouvelles dispositions plus sectorielles en faveur du verdissement de la commande publique. Donc au titre des obligations d'ordre général, à partir du 1er janvier 2021, la loi économie circulaire pose un cadre global selon lequel les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements sont incités à réduire la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et privilégier en parallèle les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées. Et donc elles doivent pour cela prévoir des clauses et des critères spécifiques dans leur cahier des charges. Donc le manque d'outils des acheteurs a souvent été une problématique, un frein identifié pour impulser une véritable démarche d'achat circulaire. Et donc parmi la panoplie d'outils que je pourrais vous recommander, on a sélectionné qu'un qui s'appelle la clause verte. Il s'agit en fait d'un site internet qui est gratuit, qui est à destination des acheteurs publics de façon prioritaire et qui vient référencer un certain nombre de clauses environnementales et circulaires sur des thématiques diverses et variées, que ça peut être le bâtiment, la boucle alimentaire, les équipements ou autres. Et donc sur ce projet, l'Institut s'est associé au CD2E pour participer au référencement de ces clauses. Et donc, en plus de proposer des clauses qui sont prêtes à l'emploi, l'avantage, c'est que vous avez sur chaque fiche à la fois l'identification du rédacteur de la clause, mais aussi un retour d'expérience de mise en œuvre de cette clause et une brève analyse juridique du risque associé à sa mise en œuvre. Et donc, c'est un outil qui se veut collaboratif parce que chaque acheteur peut venir de manière spontanée et volontaire participer au référencement de ces clauses sur le site. Et c'est aussi un outil qui est flexible dans le sens où lorsqu'il a été lancé en décembre, il y avait à peu près 70 clauses de référencées. Et donc, c'est un outil qui a vocation à s'enrichir au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a dépassé largement la centaine. Donc, l'utilisation de ce genre d'outils ou l'utilisation de clausiers, ça permet vraiment de mettre en cohérence vos marchés
avec les nouvelles obligations réglementaires pour introduire des clauses, des critères et des labels aussi dans vos cahiers des charges, donc afin de réduire la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et donc privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées. On a un deuxième article dans le Code de la commande publique qui dispose qu'à partir de janvier 2021, un certain nombre de biens acquis annuellement par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% selon le type de produit. Et donc là, il s'agit du fameux article 58 de la loi AGEC, dont le décret d'application vient d'être adopté et qui fera l'objet d'un décryptage spécifique par Frédéric Simon dans quelques minutes. Au titre des nouvelles dispositions de la loi AGEC, mais qui sont plus sectorielles, cette fois-ci, nous avons des mesures qui visent à favoriser le réemploi des constructions temporaires, que lorsqu'une personne publique souhaite acheter des constructions temporaires et si les niveaux de qualité et de sécurité de cette construction égalent ceux d'une construction neuve de même type, eh bien la personne publique ne peut pas exclure les constructions temporaires qui auront été réconditionnées pour réemploi. Donc c'est un signal fort qui indique que la priorité doit être donnée à l'achat de constructions temporaires reconditionnées pour réemploi. C'est aussi un signal fort que l'on retrouve dans le décret d'application de l'article 58 pour les bâtiments modulaires. Donc dans cette même lignée des mesures sectorielles, nous avons aussi des mesures qui concernent l'achat de pneumatiques effectuées par l'État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs. Elles doivent porter prioritairement sur des pneumatiques qui sont rechappées, sauf exception en cas d'appel d'offres infructueux ou concernant les opérations militaires ou pour les véhicules de santé. Nous avons également certaines mesures qui concernent le secteur du bâtiment. Donc, on a un certain nombre d'évolutions en faveur de la commande publique circulaire. Donc, un article du Code de la commande publique explique que les achats publics doivent prendre en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone et veiller à l'utilisation de matériaux de réemploi. Donc ça, c'est la nouveauté introduite par la loi AGEC ou issue de ressources renouvelables dans le secteur de la construction. D'autres dispositions issues de la loi AGEC viennent promouvoir une utilisation qui serait plus efficace, plus économe de la ressource en eau. Donc, plusieurs décrets doivent préciser, par exemple, les modalités d'utilisation des eaux de pluie et de réutilisation des eaux usées traitées dans le bâtiment à partir de janvier 2021. Et donc, à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, nous aurons de nouvelles prescriptions à respecter en termes de limitation de consommation d'eau potable et de dispositifs de récupération des eaux de pluie. Donc, pour plus d'informations à propos du décryptage de la loi AGEC, que ce soit sur la commande publique ou sur d'autres secteurs d'ailleurs, l'énergie, le bâtiment, le numérique, je vous invite à consulter notre décryptage qui est mis à jour régulièrement suite à la publication des différents décrets d'application de la loi AGEC. Donc, quand on vous aura cette présentation, vous pourrez directement cliquer sur la présentation. Le décryptage est en ligne également sur le site internet de l'INEC. Donc ensuite, on a d'autres mesures qui sont issues du projet de loi climat et résilience, donc actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale, qui est issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qui propose dans son article 15 des mesures en faveur de la commande publique circulaire. Donc les acheteurs devront prendre des considérations liées aux aspects environnementaux, que ce soit dans leur marché de travaux, de fournitures ou de services. Et donc, sur cette base, comme l'a rappelé Emmanuel, il y a plusieurs amendements qui ont été déposés pour essayer de renforcer et préciser les contours de cet article. Par exemple, il a été soutenu par l'INEC d'élargir ces considérations au-delà du cadre des marchés publics en tant que tels, classiques, aux contrats de concession, donc aux anciennes DSP, pour que les conditions d'exécution du contrat de concession prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Donc, de la même manière que pour le décryptage, vous trouverez toutes nos propositions sur cette note de décryptage du projet de loi qui est disponible sur la présentation et sur notre site internet.
Donc n'hésitez pas, encore une fois, j'entends qu'il y a des questions qui sont posées au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser, on les traitera à la fin de la session. Je laisse désormais donc la parole à Frédéric, donc chargé de mission juridique au ministère de la Transition écologique. Donc Frédéric, vous avez activement participé à l'élaboration du décret d'application de l'article 58 de la loi AGEC, suivi l'intégralité des réunions de concertation menées sur le sujet cet été, l'été 2020, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte a été adopté ce décret ? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je dois remercier en premier lieu l'Institut national de l'économie circulaire qui nous permet effectivement de communiquer très tôt après la parution, enfin le plus tôt possible après la parution de ce décret qui effectivement a été élaboré dans une période un peu particulière qui était une période de confinement, mais qui tout de même a fait l'objet d'un certain nombre de concertations et d'une construction interministérielle qui a associé également les associations d'élus, les réseaux d'acheteurs, et qui a finalement abouti à ce que nous puissions produire un décret définissant effectivement les pourcentages dévolus aux catégories de produits qu'on a essayé d'identifier au mieux, étant entendu que nous sommes dans une période où bon, les relations n'ont pas toujours été faciles et fluides à cause des circonstances matérielles, mais également parce que nous sommes sur un sujet nouveau, un sujet que pour le moment les acheteurs publics n'ont pas eu à traiter, c'est-à-dire l'achat de produits de seconde main, et que cette nouveauté fait que nous ne connaissons pas encore tous les tenants et les aboutissants de la mise en œuvre de cette mesure, et que nous ne connaissons pas non plus l'entièreté du potentiel que peuvent offrir les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou des entreprises de SS, mais que nous croyons beaucoup que cela peut se développer avec ces entreprises et j'en dirai plus au fur et à mesure que défileront les slides suivantes. Mais voilà, ce décret a été malgré tout élaboré, concerté et a fait l'objet d'un consensus global. Donc c'est vrai que pourquoi un décret comme ça? D'abord, ça vient à l'origine, je ne vais pas remonter au calendrier grec, mais ça vient quand même à l'origine de la feuille de route économie circulaire dont la mesure 44 faisait expressément référence à l'achat public. Cette feuille de route 44 est issue elle-même de la loi LTECV, de la transition écologique et croissance verte, et que ces deux-là, finalement, que cette idée qui était déjà ancrée de faire entrer l'économie circulaire dans la loi, là, est passée de la mesure 44 de la feuille de route économie circulaire à une réalité au travers de plusieurs articles dont tout à l'heure Pauline vous a parlé, mais essentiellement pour aujourd'hui, l'article 58, qui est une obligation et qui doit effectivement faire évoluer des pratiques d'achat de sorte que maintenant les acheteurs publics intègrent le réemploi en priorité, puisque d'après l'article 2 de la loi AGEC, c'est le réemploi qui arrive en tête de liste. Donc, pour intégrer effectivement du réemploi, de la réutilisation ou des matières recyclées. Alors, c'est vrai que c'est du bon sens, mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu un impératif. Ça doit effectivement pouvoir stopper un peu le consumérisme et éviter toutes sortes d'écueils. Et il faut savoir aussi qu'au-delà de la sphère commande publique, bah, c'est un mouvement en fait qui touche l'intégralité de la population aujourd'hui. La preuve en est le développement de tas de plateformes, le développement également des recycleries. Bon, ce qui était aussi avant considéré comme des déchets, maintenant sont considérés comme des gisements et c'est un mouvement qui ne reviendra pas en arrière, il me semble. Très merci, Frédéric. Donc, la loi AGEC a réaffirmé le recours au réemploi, à la réutilisation et au recyclé comme levier de la transition vers une économie circulaire. Mais quels sont véritablement les avantages et les opportunités du recours aux produits de seconde vie, selon vous?
Ben, ils sont pas neutres du tout en fait, hein, parce que utiliser des produits de seconde vie ou des produits, quand on dit réutiliser, c'est-à-dire en fait reconditionner, bah, ça permet effectivement d'éviter des écueils terribles qui sont d'abord bah, l'extraction des matières premières hein, pour pouvoir fabriquer ces produits. Bah, ça évite de fait la fabrication d'un nouveau produit puisqu'on en utilise un ancien. Ça évite souvent aussi bah, du transport pour ne pas avoir à importer, puisque très souvent le réemploi et la réutilisation, ce sont quand même des affaires assez locales. Ça évite évidemment un taux de transport dont je ne saurais pas évaluer la valeur aujourd'hui, bien évidemment, mais très logiquement, on évite de l'extraction, de la fabrication, du transport, et par là même, l'achat que l'on fait est beaucoup plus neutre ou a beaucoup moins d'incidence environnementale externe qu'un achat tout à fait classique venant très souvent de très loin et ayant nécessité beaucoup d'extraction, des fabrications aussi dans des conditions qu'on ne connaît pas toujours, etc. Donc ce sont effectivement ces avantages-là. Mais aussi, une fois qu'on a recours au réemploi et à la réutilisation, d'abord on évite les déchets parce que très souvent les produits qui sont réemployés, réutilisés avaient vocation à finir à la poubelle, au mieux en recyclage, mais sinon au pire à la poubelle. On allonge évidemment la durée de vie des produits manufacturés quand on répare, quand on remet en route une tablette, une machine à laver, ou même quand on remet dans le circuit du mobilier de bureau, eh ben, il est évident qu'on allonge la durée de vie du produit, c'est intrinsèque. C'est aussi, je pense, philosophiquement, ça crée un mouvement culturel contre des réflexes de surconsommation. Ça conduit à se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver la même chose, aussi bien ou presque aussi bien, mais souvent moins cher aussi, dans ce secteur du réemploi qui est en pleine expansion, je pense. Et évidemment, c'est pas la monnaie de la pièce, mais c'est l'effet qui se coule, c'est qu'effectivement, on réalise des économies substantielles. Alors, j'en veux pour preuve, dans la notice que nous avons élaborée pour accompagner la sortie du décret, les exemples que nous avons mis en exergue, qui ont été trouvés auprès de collectivités ou de ministères, notamment sur le réemploi. Certains ministères ou collectivités ont lancé un marché de réemploi et ont réalisé, alors ont été très satisfaits du marché qu'ils ont fait, qu'ils ont passé et qu'ils ont réalisé, et ils ont réalisé 50% d'économie, ce qui n'est pas neutre. Et je pense que recourir à des produits de seconde vie ou réutilisés, c'est à coup sûr faire des économies et pouvoir investir l'économie réalisée eh bien, dans une démarche d'achat responsable encore plus allante. Très bien, donc l'intégration du réemploi, de la réutilisation et plus généralement donc des produits de seconde vie dans les marchés génère des externalités environnementales positives, de l'extraction de la matière à la production et aussi de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La question aujourd'hui est de savoir et de comprendre comment ces avantages se traduisent dans la réglementation et quel est au final le dispositif qui est prévu par le décret d'application de l'article 58 de la loi AGEC. Bon, alors il faut savoir donc, là, pour rentrer un petit peu dans le détail un peu juridique du texte, que bon, c'est une obligation nouvelle, puisqu'elle n'existait pas jusque-là, qu'elle a été créée par l'article 58, donc de la loi AGEC, que cette obligation concerne des biens et non pas des services ou des prestations autres. Ce ne sont que des biens issus donc du réemploi ou de la réutilisation ou comportant des matières recyclées, mais les définitions vous sont données dans la notice explicative ainsi que dans le décret. Que l'objectif général évidemment de cet article et de ce décret, c'est de faire de la commande publique un levier, parce que la commande publique, effectivement, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et ce sont donc des sommes assez considérables qui peuvent être réinjectées
dans un secteur économique qui a vocation, comme je vous le disais, évidemment, à se développer. Et là, je me répète un peu, mais ça contribue à la prévention des déchets, à la préservation de l'environnement, et que c'est un levier, évidemment, d'économie, c'est-à-dire d'économie en termes d'achat, pour les acheteurs. Donc, ce dispositif a vocation à être réévalué au 31 décembre 2022, parce que nous avons, comme je vous le disais, nous avons construit le décret comme on a pu, avec une certaine méconnaissance du secteur, et on se donne donc un peu de distance pour à un moment donné faire un bilan et voir ce qui s'est passé. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il faut revoir les taux? Est-ce qu'il faut revoir les catégories? Est-ce qu'il y aura parce qu'avec l'évolution de la technologie, on n'est pas à l'abri d'ici même quelques mois de voir se développer de nouveaux produits, de nouveaux process, de nouvelles offres, et qu'il faut pouvoir revoir ça à un moment donné, et nous en sommes tombés d'accord avec le ministère des Finances. Très bien. Et donc, ce décret, on le sait, il liste un certain nombre de produits et catégories de produits qui sont spécifiquement visés par cette nouvelle obligation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces différentes catégories, Frédéric? Ouais. Alors, pour déterminer effectivement les catégories de produits qui allaient rentrer dans cette obligation, on est passé, je suis partie d'une étude ADEME de 2017, un panorama des produits de seconde vie, je crois que c'est son nom, qui listait un certain nombre de familles de produits qui déjà offraient un panel intéressant. C'était essentiellement un panorama des produits qui concernaient le public, le grand public. Je suis partie de là et nous avons essayé, j'ai essayé de réfléchir à ce qui pouvait aussi entrer dans ce cadre-là et dans le listage de un produit pour celui-ci, pourquoi pas un autre, en essayant d'imaginer, en réfléchissant aussi, en voyant avec les acheteurs ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter, et notamment pour les collectivités locales qui ont des achats un peu particuliers qui ne ressemblent pas aux achats des administrations centrales, par exemple. Donc, nous avons élaboré une liste qui était assez longue au départ, que nous avons finalement réduite par méconnaissance en fait du tissu industriel ou du tissu ou de l'offre probable ou possible, ou de la connaissance de la technologie sur les secteurs. Et nous sommes arrivés effectivement à ces 17 familles de produits pour lesquels nous sommes tombés d'accord aussi avec les autres ministères qui étaient associés aussi à l'élaboration de cette liste. Donc c'est un compromis, cette liste est pour l'instant un compromis qui normalement doit pouvoir donner suffisamment de possibilités aux acheteurs pour non pas appliquer le décret à la lettre produit par produit, mais pouvoir trouver dans l'ensemble de ces produits quelques-uns qui pourraient effectivement satisfaire à la description qu'on en a faite. Étant entendu qu'aujourd'hui, il se pourrait, ou demain, il se pourrait que on se produise essentiellement en cartouches reconditionnées. Enfin, ça s'appelle remanufacturer, mais ça revient au même, des cartouches reconditionnées, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et que le pourcentage qu'on a mis là-dessus soit très inférieur à ce que finalement on pourrait faire. À l'inverse, on aurait peut-être ciblé des produits sur lesquels il n'y a pas de débouché en matière de réemploi, etc. Donc, ça a été fait en fonction des connaissances qu'on avait à l'époque, et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver un certain nombre de produits et pas d'autres. Il y a des exceptions, comme par exemple les voitures d'occasion qui ne rentrent pas encore dans le cadre de ce décret, parce que nous avons là un petit problème sans doute juridique à gérer avec le ministère des Finances, qui jusqu'ici était assez opposé au recours au réemploi sur les véhicules, notamment de transport. En revanche, il existe dans cette liste les bicyclettes, par exemple, et dans la mesure où le blocage sur les véhicules vient du ministère des Finances, il n'est pas forcément applicable aux collectivités locales qui n'ont pas attendu parfois la sortie de ce décret pour elles-mêmes se doter de produits de seconde main, voire des véhicules d'occasion, j'en ai entendu parler. Donc, c'est pas les interdictions, c'est pas vraiment une question. On peut aller au-delà de ce qui est indiqué
en matière de pourcentage, j'entends. Et pour ce qui est des véhicules, bon, je pense qu'on y reviendra, mais pour les véhicules de l'État, pour l'instant, non. Donc, je pense que le mieux, c'est de suivre la liste qui est indiquée dans le décret avec les pourcentages qui y sont attribués. Il vous est précisé dans la notice que vous pouvez bien évidemment aller au-delà des pourcentages minimaux qui vous ont été indiqués. Mais que pour le moment, on se concentre sur la liste qui figure en annexe du décret. C'est très clair. Merci Frédéric. Donc, on a une large panoplie de produits, de catégories de produits qui sont concernés par le décret. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au final quel est le champ d'application de cette nouvelle obligation? Quels sont les acteurs qui doivent la respecter? Pour quel marché? Et à partir de quand, surtout, les acheteurs doivent respecter cette nouvelle obligation? Bien. Alors, effectivement, le champ d'application a été fixé par le législateur aux acheteurs de l'État, des collectivités locales et de leurs groupements. On entend par groupement les intercommunalités, c'est-à-dire que ça exclut les établissements publics, EPA, EPIC, Office HLM, enfin tout ce qui relève effectivement des établissements publics qui relèvent eux-mêmes soit des collectivités locales, soit de l'État, ne sont pas intégrés dans ce décret. Ça ne veut pas dire que ça leur est interdit non plus. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi exactement, mais le législateur a écarté du champ les établissements publics. Donc, on se concentre sur ce qui est indiqué. Et nous avons communément décidé qu'il s'agissait essentiellement de marchés de fourniture, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à suivre que des marchés de travaux notamment, ou des marchés de location qui finalement impose cette obligation à des entreprises extérieures. Je pense notamment aux photocopieurs qu'on pourrait effectivement, qu'on achète très souvent en leasing ou qu'on loue tout simplement et pour lesquels on a des prestations sur lesquelles on n'a pas la main en matière de contrôle d'utilisation de produits reconditionnés, par exemple. Donc, on se contente de l'acquisition, puisque c'est bien ce que le législateur a spécifié. Il s'agit d'acquisition donc uniquement de produits. Alors, quant à l'entrée en vigueur, ce décret devait entrer en vigueur en janvier 21. Il se trouve que compte tenu d'une activité massive du côté du secrétariat général du gouvernement, d'une grosse activité législative, il a un peu attendu dans les couloirs des contreseins et qui n'a été signé que le 9 mars, ce qui n'est pas un problème parce que l'obligation est à réaliser sur une année entière. En revanche, les marchés publics, comme on vous le précise, de fourniture pour lesquels une consultation a déjà été engagée et envoyée à la publication avant la date de publication, c'est-à-dire avant le 9 mars 2021, sont exclus du décompte. Vous n'allez pas revenir en arrière sur les marchés que vous avez évidemment déjà conclus ou que vous avez déjà, bon, pas conclus, mais lancés, pour lesquels vous avez déjà lancé un appel à concurrence. Il s'agit donc à partir du 9 mars, ou maintenant, on va dire, de nouveaux appels à concurrence que vous allez lancer. Voilà. Très bien. Donc, pour chaque bien, vous l'avez dit, Frédéric, le décret définit des objectifs d'achat issus du réemploi, de la réutilisation ou d'intégration de matières recyclées que les acheteurs doivent donc respecter. Mais comment sont calculés ces objectifs pour chaque bien? Est-ce que vous avez quelques informations à nous délivrer à ce propos? J'en ai. J'en ai effectivement. Alors, on a décidé d'évaluer, d'évaluer, de comptabiliser les achats réalisés dans ces domaines avec le pourcentage d'achats réalisés dans ces domaines en partant, en fait, de la facture annuelle du dit produit, de la catégorie de ce produit. Parce que on ne peut pas contrôler ça en valeur. On ne peut pas contrôler ça parce qu'il n'y a jamais eu de contrôle en valeur. En valeur, j'entends, en volume, pardon, je me trompe. On ne peut pas contrôler en volume parce que il y a aucun contrôle sur les volumes. Ce serait très difficilement exploitable par l'OECP,
qui est l'office de la commande publique, économique, pardon, l'Office économique de la commande publique, qui lui-même recense un certain nombre de données relatives à l'achat public. Elle recense ces données en monnaie sonnante et trébuchante et à la facture, si j'ose dire, c'est-à-dire au montant des marchés réalisés au cours d'une année. Donc, effectivement, pour un achat, mettons, de téléphone mobile ou de fourniture de bureau, si dans l'année, on a réalisé effectivement 2000 achats, alors je lis en même temps, la slide que je ne vois pas bien, mais bon, si on doit réaliser 20% d'achats de produits réemployés, et bien effectivement, sur une facture de 2000 euros, eh ben, ça représentera 400 euros. Je vois 300, parce que là, on est peut-être sur du 15%, je ne sais plus. Mais bref, c'est tout simplement le 20%, c'est 20% de la facture totale qui devrait être dédiée à des produits de réemploi dans une famille donnée. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, mais je vois de toute façon qu'on a des questions dans le chat à ce propos, donc on pourra revenir, donner d'autres exemples si besoin. Ce qu'on peut dire qu'effectivement, c'est que l'adoption de ce décret réaffirme la nécessité de mettre la commande publique au service de l'économie circulaire. On peut se poser la question de savoir quels bénéfices il existe entre l'association de l'économie circulaire et de la commande publique. Est-ce que vous en avez identifié certains en particulier ou... Oui, bah évidemment, comme on le disait déjà depuis quelques minutes, il est évident que la commande publique, bah, c'est un très, très, très fort levier. C'est-à-dire que l'acheteur public, en fait, j'ai envie de le dire comme ça, c'est un booster en puissance. Il est effectivement en capacité, au regard de ses capacités d'achat, et bien d'orienter vraiment une partie de ses achats d'une façon volontaire, même si c'est une obligation. Il a vraiment une capacité économique à faire se développer ce secteur pour peu qu'il trouve effectivement une offre qui corresponde à sa demande dans le secteur identifié. Il a un fort levier qui est ce levier d'achat. Par ailleurs, à partir du moment où un sourcing est effectué ou une recherche est effectuée sur l'offre, plus les acheteurs vont rechercher une offre adaptée à ce décret et pas par leur demande, et l'offre augmentera de fait par la demande. C'est un effet de levier qui fonctionne effectivement dans les deux sens. Alors, l'intérêt naturel, c'est que c'est évidemment source de création d'emplois de proximité et non délocalisables, car très souvent, le reconditionnement, le remanufacturage, la remise en état de meubles, comme ça s'est fait récemment sur le marché de meubles de réemploi dont je vous parlais, avec le ministère de l'Intérieur qui a fait appel à Emmaüs notamment. Il y a eu aussi un travail de remise un peu en état, etc., qui naturellement crée de l'emploi. C'est-à-dire que plus il y a de la demande, la demande naturellement générera une offre plus importante. Je pense que c'est un mouvement qui va aller dans ce sens-là. Donc, c'est un peu des leviers dans les deux sens. Donc, la commande publique est vraiment un levier majeur de transition vers une économie circulaire. Est-ce qu'il est possible, à votre sens, de faire la même analogie avec le secteur de l'ESS? Est-il pertinent pour vous, Frédéric, et pour le MTE, d'associer, d'allier économie circulaire et ESS pour accélérer la transition écologique? Ah oui, alors je le crois d'autant plus que effectivement, c'est ce petit visuel que je voulais vous donner à voir. Je pense pour en avoir parlé avec nombre de collègues et participé à des réunions absolument intéressantes à l'ADE avec des référents achats responsables, je suis absolument persuadée qu'il existe un gisement d'offres qu'on ne soupçonne pas encore dans le domaine de l'ESS.
ce sont effectivement des entreprises, notamment tout ce qui est du secteur des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion, des ESAT, et j'en oublie, que se trouvent effectivement des offres de produits reconditionnés, de produits réemployés. Alors, c'est vraiment, pour le coup, gagnant-gagnant, et on est complètement en cohérence avec le fait non seulement de prendre en considération les aspects environnementaux dans la commande publique, mais surtout et aussi beaucoup les aspects sociaux. Et c'est ce que j'espère qui va sortir des discussions de l'article 15 de la loi climat et résilience qui est en train de se discuter. Il y a beaucoup de députés qui avancent effectivement le caractère social qui doit accompagner la commande publique, parce que réellement, il y a là un potentiel, un potentiel très très intéressant. J'en veux pour preuve des témoignages que j'ai reçus de la part d'associations qui travaillent beaucoup à mettre en relation justement ces entreprises et les acheteurs publics notamment, ou de grands acheteurs, parce qu'il y a une offre réelle et un besoin de développement de la part des entreprises ESS qui, j'ai envie de dire, n'attendent que cela. Donc, il existe par le biais et par l'intermédiaire de ces organismes des possibilités de mise en relation, ce qu'on appelle des facilitateurs. Et le sourcing et la facilitation, je pense, sont les deux mamelles, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, sont les deux mamelles du développement futur de l'achat non seulement durable, mais responsable. C'est-à-dire qui inclut aussi ce type d'emploi et par la possibilité de recourir effectivement à des clauses particulières, de recourir à des marchés réservés aussi, pourquoi pas. C'est possible par le Code de la commande publique. Il y a des possibilités. Il y a aussi une possibilité, je le dis tout net, jusqu'à la fin de l'année 2021, c'est-à-dire de cette année, il y a la possibilité de recourir à des marchés d'innovation qui, par l'objet du marché qui est du réemploi, peut tout à fait être compris comme un marché d'innovation, dans la mesure où jusqu'ici, il me semble que les groupements d'achat ne proposent pas encore de produits de réemploi, et par là même, les acheteurs peuvent passer par le canal de l'innovation pour effectivement avoir un peu plus les mains libres et s'adresser à des entreprises ESS beaucoup plus librement juridiquement qu'ils ne le feraient, mais ils peuvent aussi tout à fait recourir à l'allotissement, au MAPA. Enfin, ce sont des techniques qui sont données de toute façon dans la circulaire que l'on a mise en ligne. Mais effectivement, philosophiquement, ces secteurs d'activité, il me semble que c'est le cœur de cible de ce décret. Ça ne veut pas dire que ça écarte toutes les autres entreprises, mais que je pense que ça va vraiment commencer très fort avec ce type d'entreprises qui sont en capacité de produire une offre intéressante. Il faut juste les connaître, il faut savoir qu'elles existent. Et je pense que de la communication autour de ce décret va faire que nombre d'entreprises, d'organismes vont effectivement essayer de se rapprocher des acheteurs publics d'eux-mêmes, peut-être, où il peut y avoir des rencontres. Le sourcing, c'est fait pour ça. Rapprocher effectivement l'offre et la demande dans ces secteurs-là en particulier. Très bien, merci Frédéric, c'était très clair. Sauf si je voulais rajouter quelque chose, on peut passer au temps d'échange. Vous avez posé énormément de questions et nous sommes vraiment ravis. Peut-être reprendre vraiment, voilà, partir des premières questions et remonter tout en haut. On a vraiment une demi-heure qui est prévue pour échanger à ce propos, donc voilà, n'hésitez pas à en reposer régulièrement. Peut-être en termes de process, je peux poser la question oralement et Frédéric, si vous avez des éléments de réponse, voilà, je vous laisse la parole, Emmanuel, compléter. Alors, donc Fanny Deranchi qui a posé une question sur la clause verte, Emmanuel qui a envoyé effectivement le site internet, donc c'est laclauseverte.fr, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'inscription, c'est vraiment à libre disposition, donc n'hésitez pas à les consulter. Donc alors, une autre question qui explique que selon la notice explicative, l'article 58 ne concerne que les marchés de fourniture, donc à l'exclusion des marchés de travaux et des marchés de services. Est-ce qu'on confirme ce point? Je pense que oui, on a répondu, Frédéric, à la question. Effectivement, donc c'est que les marchés de fourniture qui sont concernés dans le champ d'application de cette obligation-là.
Une autre question, donc question sur le matériel numérique issu du réemploi. Quelle est sa définition exacte dans le décret? Alors, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse particuliers, Frédéric, à ce niveau-là. Alors non, pas précisément, effectivement, en termes de numérique, je n'ai pas de réponse très très précise. Mais il faut savoir qu'en ce moment, on est en train de travailler très fort sur le numérique à l'occasion justement du projet de loi climat et résilience, que dans cet aspect numérique qui va sans doute donner lieu, enfin qui a déjà donné lieu, c'est un peu compliqué, mais à une proposition de loi du Sénat à l'initiative de Monsieur Chaise, on appelle ça le PPL Chaise. À cette occasion-là, la commande publique et le numérique est spécialement citée et je crois qu'il va y avoir des éléments d'éclaircissement là-dessus en complément de ce qu'on va trouver dans le décret 58 qui est un peu vague effectivement sur le numérique. Mais là, on est vraiment en train d'avancer là-dessus sur cette question au fur et à mesure que le projet de loi climat et résilience est en train de se discuter là. J'ai d'ailleurs une réunion sur numérique et commande publique demain pour ne rien vous cacher. Donc, je reste un peu dans le flou pour le moment, mais dès qu'on aura des éléments beaucoup plus précis, évidemment, on les communiquera, puisque maintenant, on est sur Rapide, Respail, etc. On fera passer l'info plus précisément quand on en saura plus. Super, merci Frédéric. Donc, on a une autre question qui demande si le décret d'application n'est pas applicable aux EPCI. Donc, encore une fois, il me semble que ça ne rentre pas dans le champ d'application du décret. Est-ce que vous confirmez, Frédéric? Les EPCI, si je ne m'abuse, je ne voudrais pas commettre d'impair, mais sont justement les intercommunalités. Ce sont les groupements de communes, il me semble. Donc, justement, ils rentrent dans le cadre, à l'inverse des établissements publics administratifs, établissements publics industriels et commerciaux, établissements publics relevant des collectivités. Non, les EPCI sont les groupements de communes. Donc, justement, ils sont concernés. Oui, effectivement, il y avait une confusion dans la question. La question était sur les EPIC, hein, donc qui donc ne rentrent pas dans le champ. Ouais. Mais... EPIC, oui, pardon. Alors effectivement, c'est bien. Donc Nathalie, oui, vous avez votre réponse. Alors donc une autre question. On a donc une question de savoir quand est-ce que sera publié l'arrêté sur les modalités, comme le précise l'article 3 du décret. Est-ce que vous avez des informations particulières à ce propos? Absolument. Ce point a été discuté d'ailleurs au Conseil d'État et il nous a été dit que ce ne serait pas possible avant un petit moment parce que ça nécessitait au niveau du ministère des Finances qui eux, sont en charge de mettre en musique et de recenser la commande publique. Il était un petit peu compliqué pour eux pour le moment d'imaginer comment ça allait pouvoir se faire. En fait, ça va prendre un petit temps, je pense plusieurs mois. Merci Frédéric. Alors, une autre question. Une question de M. Éric Thomas, de savoir comment est-ce que les prestations intellectuelles, donc le conseil, la formation, sont-elles prises en compte dans la loi AGEC ou éventuellement dans un autre texte. Voilà, est-ce que alors, sur la loi AGEC, a priori le décret ne concerne pas ce genre de prestations. Alors effectivement, le décret ne traite absolument pas de ce type d'acquisition possible. Il est possible que la loi AGEC en parle. Je vous invite à la consulter, je la connais pas par cœur.
Il n'est pas impossible également que ce sujet soit, pourquoi pas, traité au cours du projet de loi actuellement climat et résilience, mais en réalité, on est plutôt hors champ du décret 58 là. C'est bien ça. Donc une autre question, savoir s'il est possible de préciser, d'avoir plus d'informations sur les ministères ou les décideurs publics, notamment les services acheteurs qui ont été associés à la construction donc de ce dispositif. Donc j'imagine savoir la construction du décret d'application de l'article 58. Voilà, pardon pour le petit temps de décalage. Alors, la construction du 58, c'est d'abord faite avec un comité restreint constitué essentiellement de la direction des affaires juridiques du ministère des Finances, c'est-à-dire effectivement les censeurs juridiques, on va dire. Nous avons travaillé avec la DGCL, évidemment la direction des collectivités locales, et ça a été pour l'élaboration, on va dire, purement légistique du texte. Sur la logistique, on a travaillé donc avec la DGE, la DAE, l'OECP, l'UGAP, l'ADEME, etc. Ensuite, nous avons consulté évidemment un certain nombre de parties prenantes, parmi lesquelles bon nombre de fédérations d'entreprises et de fédérations de professionnels pour avoir leur avis sur les gisements éventuels et sur les process. Nous avons évidemment contacté et sollicité, consulté les réseaux d'acheteurs que nous connaissons au travers du réseau acheteur, commande publique, achat durable, l'interréseau, ce qu'on appelle l'interréseau chez nous. Nous avons évidemment sollicité la DAE, qui est en soi aussi un acheteur. Les collectivités locales, pas tous les acheteurs des collectivités locales, mais évidemment les représentants des collectivités locales qui représentaient les acheteurs. Et c'est à peu près tout, et des associations intéressées dans le domaine. Voilà comment s'est passée la concertation. Une première élaboration légistique avec les ministères essentiellement, les ministères parties prenantes qui travaillent avec nous, et une consultation très large avec évidemment aussi des acheteurs. Mais comme je le répète, dans des circonstances et des conditions qui n'étaient vraiment pas optimales compte tenu des circonstances. On peut effectivement l'imaginer. Alors ensuite, on a plusieurs questions qui concernent justement la question des objectifs et des pourcentages. Donc je peux peut-être revenir justement sur la présentation avec ce tableau. Voilà, qui revient sur ça. Donc, si je devais en prendre qu'une pour regrouper ces différentes interrogations à ce sujet, la question de savoir quelle est la différence entre les deux colonnes, en fait, les deux pourcentages. Donc, le pourcentage issu du réemploi, le pourcentage issu du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant de matières recyclées, et l'autre, du coup, pourcentage, dont un pourcentage issu du réemploi et de la réutilisation. Quelle grille de lecture on doit avoir à ce niveau-là? Oui, je suis bien consciente que c'est compliqué à lire dans ce sens-là. On n'avait pas fait comme ça au départ, et puis ça a été le fruit de négociations qui se sont déroulées au niveau des cabinets, donc on n'a pas pu faire autrement. Donc ce qu'il faut comprendre effectivement dans ces deux colonnes, c'est que d'abord on détermine un pourcentage pour tout. C'est un réemploi, réutilisation et comportant des matières recyclées. Et que la colonne de droite, si ma mémoire est bonne, ne concerne que le réemploi. C'est bien ça? Ou je le vois pas bien là? Issu de… Oui, la réemploi et le réutilisation. Oui, alors c'est pour faire le distinguo avec le recyclage. Il faut comprendre ça à l'envers. C'est la DGE qui nous a présenté ça comme ça et on n'a jamais pu changer la façon de présenter. Mais je rassure les acheteurs, dans la notice, c'est présenté plus simplement, c'est un peu décrypté.
Le décryptage existe dans la notice. Nous avons présenté un tableau légèrement différent, plus simple à aborder. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si vous voyez don, réemploi et réutilisation 0, ça veut dire que tout est sur le recyclage. Si on a déterminé que pour telle catégorie d'emploi, je pense que là, par exemple, pour les fournitures de bureau, tout a été mis, les 20% ont été, on m'entend, oui, j'espère qu'on m'entend. Oui, les 20% ont été mis sur le recyclage, en fait, sur les produits issus du recyclage. C'est-à-dire que dans la colonne de droite, on extrait, on montre ce qu'on veut en matière de réemploi et de réutilisation. C'est un peu curieux comme façon de penser, mais comme façon de présenter les choses, mais on n'a pas pu faire autrement. Ok, effectivement, donc selon cette grille de lecture, donc on a un taux qui exprime l'obligation globale d'acquisition de biens réemployés, réutilisés ou intégrant des matières recyclées. Et parmi ce taux global, un second pourcentage qui invite en quelque sorte les acheteurs, corrigez-moi si je me trompe Frédéric, à réserver au sein de ces biens une proportion qui serait exclusivement consacrée au réemploi et à la réutilisation. C'est absolument ça. Vous avez tout compris. C'est exactement ça. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des catégories de produits où on sait qu'on n'a que du recyclage, des catégories de produits où on peut avoir les deux, et des catégories de produits où on n'a que du réemploi. Très bien. Très bien. Une autre question, donc je regarde, sauf s'il y a de nouvelles questions sur la question des pourcentages. Je vois qu'on a une question pour savoir si on pourra transmettre la notice que vous nous avez fait parvenir, Frédéric, hier. Ouais, donc on vous l'enverra aussi par mail à l'issue de ce webinaire sans problème. Alors ensuite, il y avait une question particulière. Je regarde. Donc, il y avait la question de savoir sur quelle période sera analysée justement la question du contrôle de la mise en œuvre de cette obligation par les acheteurs. Sur quelle période on prendra pour 2021 ? Est-ce que ça sera toute l'année 2021 ou est-ce que ça sera à partir uniquement de la publication du décret et donc du coup jusqu'au 8 mars 2022 ? Ça, c'est une question, je sais pas. Oui, tout à fait. On peut imaginer qu'on regarde ce qui s'est passé sur une année glissante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça commence en mars 2021, bon, on aura des résultats très imparfaits, très limités, et forcément sur 9 mois, à la fin de l'année 21. Donc, on peut tout à fait se donner comme échéance de regarder un peu ce qui s'est fait à l'horizon mars 2022, qu'on se donne le temps d'une année complète. De toute façon, je précise quand même que ces contrôles qui sont prévus, ou en tous les cas ce recensement, on va tâcher de recenser au mieux, ce qui ne va pas forcément être facile. On va peut-être procéder par sondage, mais cette espèce de recensement de comment ça a avancé, de qu'est-ce qui a pu se faire, de toute façon, se fera globalement et se retrouvera dans le bilan qu'on veut faire à la fin d'année 2021. Donc, on a un peu le temps et cette obligation n'est pas assortie de sanctions. Je le précise. De sorte que nous n'avons pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête et enfin, aucun acheteur public n'a à craindre de sanctions. Donc, il faut que ça se mette en route aussi. Il y a une période de rodage, il y a une méconnaissance aussi de gisements potentiels. Donc, il faut que ça démarre. Et on peut tout à fait se donner un an de recul, oui, bien sûr. Non, très bien, vous avez répondu par ailleurs à une autre question, c'est la question de la sanction. Donc effectivement, il n'y a pas de sanction explicite
dans le décret, mais a priori, après, si on s'en suit au principe du Code de la commande publique, ça pourrait être considéré par le juge comme une offre irrégulière si effectivement le bien acheté tombe sous la coupe de la catégorie qui doit être visée par un pourcentage de réemploi, de réutilisation ou d'intégration de matières recyclées. Ça, c'est en principe, hein, bien évidemment. Après, on ne connaît pas l'interprétation que le juge en fera. Donc, OK, pour la question de la sanction, on avait une autre question. Je reviens sur le champ d'application et des acteurs, hein, notamment, qui seront concernés par cette obligation-là. Une question de savoir si donc les établissements publics ne sont pas concernés par le décret, comme les universités, par exemple. Non, les universités ne sont pas, je pense pas que les universités soient concernées. Est-ce que les universités sont des établissements publics rattachés aux régions? Et je ne crois pas, pardon, ça a coupé. Et je ne crois pas que les universités soient concernées. Ouais, Il ne me semble pas. Donc, quid des établissements publics? Une autre question de Carole Hamon, de savoir si cette loi et donc le décret sont au final une émanation du Green Deal au niveau européen, ou est-ce que c'est une initiative uniquement française? À ma connaissance, c'est une initiative française, mais il n'est pas impossible qu'elle ait été inspirée. Mais je ne saurais vous le dire, donc. Effectivement, je pense que c'est une histoire de concordance un petit peu d'évolution du cadre autour de la commande publique circulaire, que ce soit au niveau français, européen. Voilà, ça a débouché sur l'adoption de cette réglementation. Peut-être prendre encore quelques questions. Je parcours rapidement, on a énormément de questions. Alors, donc encore sur les pourcentages. Hop. Donc bien sûr, on pourra vous envoyer le support de présentation à l'issue de la réunion, la notice, sans problème. Hop, alors les sanctions, on a répondu déjà à cette question-là. On pourra aussi vous envoyer la liste des participants, bien sûr. Voilà. Donc on a une réponse de Nadège sur les universités qui sont rattachées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Ok, merci pour cette précision. Alors, je vois que... Ok. Donc on a une question donc sur l'offre de réemploi pour les cartouches qui met souvent 2 à 3 ans avant d'être disponible. Et donc, Madame Sylvie Thomas souligne que l'achat annuel d'une cartouche remanufacturée n'est pas possible au départ sur un équipement neuf. Donc, comment l'acheteur public va-t-il répondre à cette contrainte? Alors ça, c'est une question d'ordre pratique très intéressante, effectivement. Alors, comme je ne suis pas acheteur, ça va pas être simple. Je comprends de la question qu'on n'a pas le droit, j'imagine pour des questions de garantie, de mettre des cartouches recyclées ou remanufacturées dans un matériel neuf. J'imagine que ça doit être ça. De toute façon, quand les circonstances techniques, et il y a d'ailleurs un article, un alinéa de l'article 58 qui le précise, quand il y a des impossibilités techniques de faire, à l'impossible, nul n'est tenu. Si effectivement le matériel ne supporte, pour des raisons de garantie ou pour des raisons matérielles, que des cartouches non réemployées, c'est ainsi. Ça ne va pas être possible sur ce segment d'achat, voilà, je pense. Merci pour ces précisions, Frédéric. Alors, on a une question d'ordre d'application temporelle
Cette obligation, on nous demande s'il est possible de confirmer que cette obligation n'a pas vocation à être appliquée pour chaque marché individuellement, mais appréciée de manière annuelle sur l'ensemble des marchés passés. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça peut être tout à fait apprécié sur l'ensemble, bien évidemment. Mais là, je crois qu'il va falloir qu'on vous précise les choses ultérieurement lorsqu'on aura fait un point précis là-dessus avec l'OECP. Car c'est l'OECP qui est en charge de recevoir ces renseignements, de rassembler l'information là-dessus. Et je pense que, évidemment, plus elle aura des données agrégées, mieux ce sera. Mais ça reste à préciser. Je n'ai pas encore toutes les réponses à toutes les questions, mais ça se précisera par la suite, à coup sûr. D'où l'intérêt et la richesse de vos remarques au fur et à mesure, bien sûr qu'on conservera. Hein. Le webinaire, par ailleurs, sera enregistré. Il y aura un replay qui sera disponible. Et donc, tout le contenu des questions posées également sera enregistré. Donc, une question qui est directement issue de la notice. Donc, en citant la notice, donc les produits intégrant des matières recyclées sont à considérer quelle que soit la part de matière recyclée qu'ils contiennent. Donc, la question, c'est de savoir, ainsi, du recyclé dans une pièce détachée du produit, est-ce que ça suffit Est-ce que ça suffit ou, à votre sens, ouais. Ok, très bien. Donc, autant qu'un produit intégrant plus de 50% de matière recyclée dans son ensemble. Donc, pour les pièces détachées, ça fonctionne également. Ok, on a d'autres questions et effectivement, c'est toujours le point un petit peu d'interrogation qu'on peut avoir sur la question des garanties. Donc, une question de Sarah Bidier, de savoir comment aborder la question de la garantie des produits de réemploi. Est-ce que c'est des interrogations qui ont été posées lors de la consultation menée lors de l'adoption du décret, Frédéric ou... Alors, quand on a construit le décret, on ne s'est pas posé ces questions-là, évidemment, effectivement. Il se trouve que les acheteurs qui se sont déjà lancés et qui ont déjà réalisé des marchés dans ce domaine-là ont manifestement géré la question de la garantie. Ça ne semble pas poser de problème. En revanche, n'étant pas acheteur moi-même, je ne saurais vous répondre plus précisément que cela. Mais apparemment, ça peut se faire. Ça se fait. Je pense que désormais, les produits proposés en reconditionné, en remanufacturé, en réparé même, doivent comporter très certainement une garantie qui n'est pas, à mon avis, un frein impossible à lever. Je pense que si des acheteurs l'ont déjà fait, ministère de l'Intérieur, Communauté de Strasbourg, les exemples sont dans la notice. Donc, si certains l'ont fait, c'est que c'est faisable. Mais je ne saurais pas vous dire comment en tant que chargé de mission juridique, malheureusement. Mais vous pouvez toujours, les coordonnées des personnes sont, enfin, vous pouvez retrouver les coordonnées des acheteurs qui se sont déjà lancés dans l'aventure et échanger évidemment avec eux ou auprès des réseaux d'acheteurs pour ceux qui ont déjà mené ce genre d'exercice, voir comment ils ont géré la question de la garantie. C'est pas mal de partager vos expériences. Oui, tout à fait. Ouais. Ça sera la démonstration par l'exemple, en quelque sorte. C'est souvent ce qui marche le mieux. Et ça se recoupe avec une autre question, d'ailleurs, celui du mode de preuve pour vérifier que les produits intègrent bien des matières recyclées. Comment le prouver en tant que tel. Ça, je pense que c'est des éléments de réponse qui pourront tirer de l'expérience mise en place par certains acheteurs. Donc, comme vous l'avez cité, il y a 2-3 plateformes qui sont à disposition pour ça. Il y a les exemples cités dans la notice. Il y a également sur la clause verte, à chaque fois, il y a la clause, mais il y a aussi un exemple de mise en œuvre concret. Donc, tout ça, ça peut être des éléments qui peuvent être retrouvés sur ces différentes plateformes. Je laisse la parole. Oui, mais merci. Ce que vous me dites m'inspire le fait aussi que nous avons décidé de collationner
autant d'exemples que possible afin de les mettre à disposition des uns et des autres, d'essayer de faire une espèce de petite bibliothèque, ou en tous les cas de diffuser au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on va avoir des exemples de marchés qui fonctionnent dans ce domaine-là, de les mettre à disposition le plus largement possible entre acheteurs publics, bien sûr, de sorte que qu'on puisse avoir, sans faire de statistiques, mais qu'on puisse déjà avoir une espèce de retour d'expérience au fil de l'eau. Donc moi, je vous invite aussi, si vous connaissez des gens qui ont déjà mené à l'inverse, hein, du même côté, moi je suis preneuse aussi, mais nous allons diffuser autant que faire se peut au fur et à mesure les exemples de marchés qui fonctionnent bien dans ce domaine, qui ont fonctionné ou qui sont lancés. Enfin, on attendra quand même qu'ils aient été signés, mais on les mettra en ligne de sorte que chacun puisse éventuellement s'inspirer les uns des autres. Donc il faut qu'il y ait non seulement enfin, il faut qu'il y ait une émulation et cette émulation peut naître effectivement du partage d'expériences qui est très riche et qu'on voudrait auquel on voudrait participer. Voilà. Très bien. Alors, on a une question plus spécifique qui concerne le type de vêtements concernés, donc sur la catégorie, on peut remettre en plein écran si vous voulez, sur voilà, la catégorie des vêtements, articles chaussants, vêtements professionnels. Donc la question, c'est de savoir si le calcul des 20% de produits recyclés est fait sur la facture totale dans une famille donnée de produits ou sur l'ensemble des produits concernés dans un marché. Alors là, j'ai presque envie de dire joker. Je ne sais pas répondre pour le moment. Parce que si effectivement on calcule 20% sur une certaine catégorie dans laquelle on a pu trouver du textile recyclé qui va bien, si on l'inclut dans un grand marché textile autre, je pense à des collectivités locales, on risque de noyer, ce pourcentage. Par conséquent, c'est une question qui pour le moment n'a pas de réponse pour moi. Je la poserai au réseau. Il faut poser cette question au réseau, à l'interréseau des acheteurs, parce que encore une fois, je ne suis pas acheteur et je ne saurais même pas moi faire. Je ne saurais pas exactement ce que je dois compter ou pas compter. J'en suis confuse, mais pour le moment, ce sont des questions un peu techniques d'acheteurs auxquelles je ne sais pas encore répondre. Mais la question reste ouverte et la réponse sera donnée au plus tôt, puisque de toute façon, on va repartir sur les questions qui sont un petit peu restées sans trop de réponses pour y apporter le plus rapidement possible une réponse assez technique. Mais n'hésitez pas à échanger, je vous le dis, entre vous. Certains acheteurs peuvent avoir évidemment un réflexe tout à fait naturel et vous dire, bah, moi, je ferai comme ça, alors que moi, je ne sais pas vous le dire. Effectivement, ce sont des informations très précieuses qui nous permettra de co-construire une réponse commune par la suite. C'est vrai que sur les types de vêtements concernés, vous avez déjà quelques informations à préciser sur le décret, que ce soit des vêtements professionnels, des vêtements de travail spéciaux, de linge. Donc, vous avez déjà une petite catégorie qui est un petit peu plus affinée hein, quand on regarde dans l'annexe du décret. Donc ça, déjà, ça peut être une première indication, mais effectivement, comme le dit Frédéric, c'est surtout sur la mise en œuvre concrète et des marchés qui ont été passés par d'autres acheteurs qui permettra de savoir ce qui est effectivement envisageable ou pas. Mais ça n'empêche pas d'essayer dans le doute. Globalement, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions qui auront été traitées. N'hésitez pas à remettre votre question tout en haut du chat si elle vous semble être importante et qu'elle n'a pas pu y répondre. Ça m'a échappé dans l'ensemble des questions envoyées. Sinon, je pense que voilà, on a globalement fait le tour de ce temps d'échange. Je vous remercie pour l'ensemble de vos contributions. Bien évidemment, cette réunion va être enregistrée. Ah, je vois que j'en ai une dernière question. Alors, de quel pourcentage parle-t-on lorsque l'on parle de pourcentage issu du recyclage ?
Alors, donc là, il me semble qu'on est sur la colonne de gauche, quand on est vraiment sur le taux global de pourcentage issu du réemploi, de la réutilisation ou de matières intégrant des matières premières recyclées. Donc c'est sur le tableau qu'on vous a montré tout à l'heure, la colonne de gauche. Et sur la colonne de droite, c'est vraiment le pourcentage qui est réservé au taux, qui doit être réservé aux produits issus du réemploi, de la réutilisation. Alors, une autre question sur les nouvelles obligations sur l'achat des pneus rechappés. Est-ce qu'elle s'applique immédiatement à toutes les entités publiques sur tous leurs achats de pneumatiques? Est-ce que l'offre est en capacité de répondre à la demande? C'est effectivement une interrogation, un sujet dont on a longuement discuté déjà avec Frédéric sur cette question-là des pneumatiques rechappés. Est-ce que vous souhaitez apporter quelques éléments de réponse, Frédéric? Oui, alors la catégorie pneus rechappés ne rentre pas, ou j'espère pas, dans la catégorie du décret, mais si elle y est, bon, tant pis. C'est vrai que le législateur a souhaité, notamment par l'article 60 de la loi AGEC, inscrire non pas une obligation, mais une incitation à se doter de pneus rechappés. En réalité, c'est un marché qui n'est pas encore tout à fait mûr. Alors, il ne l'est pas du tout dans le domaine des véhicules légers. C'est un marché qui existe dans le domaine des véhicules lourds, uniquement des véhicules lourds, ce qui peut intéresser les collectivités locales, mais qui doit faire appel en fait à des produits fabriqués très 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 loin, donc importés. Donc si on veut regarder un petit peu les considérations environnementales et notamment les aspects, les externalités négatives, il peut y avoir une dichotomie entre le fait d'acheter des pneus rechappés au bout du monde et de les faire venir du bout du monde. Bon, je crois que la question des pneus réchappés n'est pas encore mûre, même si le législateur a souhaité l'inscrire. C'est un sujet qui n'est pas encore tout à fait au point. Ça peut venir, hein, on peut tout à fait avoir des. Et par ailleurs, on achète peu de pneus réchappés. Ce qu'on achète est une prestation souvent de remplacement de pneus par un pneu réchappé. Donc, on est un peu hors de la sphère d'acquisition pure. Je crois que c'est pas tout à fait un sujet pour le moment, le pneu réchappé. Mais ça peut le devenir. C'est bien ce qu'on disait, effectivement. Donc, quelques questions encore avant de conclure. Une question de savoir comment traiter les questions de sécurité, de qualité, pour s'assurer que les produits respectent bien tous les impératifs de qualité, au risque sinon de provoquer des déchets prématurés. Alors ça, c'est une question, je ne suis pas sûre que ce soit traité directement dans le décret. Non, il ne me semble effectivement pas. Donc, comment traiter les questions de sécurité et de qualité? Non, effectivement, la question de la qualité n'est pas du tout traitée là-dedans, hein, puisqu'on n'a pas fait l'analyse des produits dans la mesure où on ne les connaît pas vraiment. En revanche, la question de la qualité, de la sécurité également, s'est posée tout naturellement au travers de l'élaboration du décret de l'article 16, je crois, de la loi AGEC, qui parle notamment des téléphones reconditionnés et qui parle surtout du reconditionnement et de qu'est-ce que c'est qu'un produit reconditionné et de quoi ça s'accompagne. Donc, au travers de certains produits, de certaines prestations, surtout la prestation du reconditionnement qui est maintenant définie, on a maintenant effectivement une obligation de qualité et donc avec les garanties qui vont bien, sur un certain nombre de produits. Alors peut-être pas encore sur tous, évidemment, et cette question de la qualité n'a pas été traitée, mais elle va l'être de plus en plus sur un certain nombre de segments d'achat. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est électroménager, tout ce qui peut présenter effectivement un risque pour la santé, manifestement sera accompagné de gages de qualité, mais qui seront traités sans doute dans d'autres textes. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais je sais que le critère qualité n'a pas été. C'est un peu à l'acheteur de se débrouiller pour voir ce qu'il achète. C'est un peu comme le recyclé, c'est à lui de voir s'il y a un logo, s'il y a un label recyclé. Ça existe pour le papier, mais ça n'existe pas partout.
Donc, à défaut effectivement de certification et de label, les acheteurs vont devoir un petit peu se débrouiller, sauf sur des outils, enfin des matériels très particuliers comme la téléphonie, le numérique, des choses un peu électro, enfin tout ce qui est un peu électro. Très bien. Une autre question, est-ce que nous pouvons confirmer que la réparation ne fait pas partie du pourcentage d'achat? Donc on a la question du réemploi, de la réutilisation, de l'intégration de matières recyclées et celle de la réparation. Ça dépend de ce qu'on entend par réparation. En fait, quand on achète un matériel réparé, on considère que c'est un matériel réutilisé. La différence entre le réemploi et la réutilisation, c'est une différence, en fait, c'est une question de sémantique, enfin, c'est pas une question de sémantique, pardon, c'est le fait qu'un produit dit réutilisé a subi une réparation ou un contrôle ou une action, alors qu'un produit réemployé peut très bien ne pas avoir subi, enfin, n'a pratiquement rien subi, peut être employé tel que, je peux prendre l'exemple d'un électroménager qui a eu une petite rayure et qui est racheté tel que 30% de moins, on lui a rien fait du tout, on le vend en l'état, il n'a pas été réparé. Mais la réparation fait partie intégrante de la réutilisation. D'ailleurs, c'est écrit dans la notice, on comprend en réutilisation tout ce qui est reconditionné, remanufacturé, vérifié, contrôlé, refait, voilà. Merci Frédéric. Donc une dernière question sur les pourcentages. Alors, on a une question de savoir, donc pour la personne qui pose la question, la colonne de gauche comprend le recyclé et le réemploi, et la colonne de droite comprend la part des achats totaux qui doit être réservée aux achats issus du réemploi. Alors, est-ce que, du coup, on pourrait préciser, alors de ce qu'on avait pu comprendre tout à l'heure sur ce qu'on avait dit, c'est effectivement sur notre tableau, hein, mais qui n'est pas l'émanation directe de ce qui est expliqué sur l'annexe du décret d'application. Donc, sur notre tableau, la colonne de gauche, mais c'est la même colonne de gauche, sauf que cette colonne est à droite, en fait, du tableau, des catégories, ça correspond à l'ensemble des biens, du pourcentage des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Le global, le taux global. Et donc, parmi ce taux global, l'acheteur doit réserver un pourcentage spécifiquement dédié à l'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Donc voilà, par exemple, pour acheter des jeux, des jouets, donc il y a 20% qui doivent être globalement issus soit du réemploi, de la réutilisation ou intégrés des matières recyclées. Et donc, parmi ce taux global de 20%, 5% de ce taux global doit être spécifiquement réservé au réemploi ou la réutilisation. Est-ce que vous confirmez, Frédéric? Je confirme tout à fait. C'est absolument ça. Pardon, mon micro était coupé. Donc oui, je vous disais qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées. En plus, donc dans le timing, on respecte. Donc je vous propose de conclure si vous n'avez pas d'autres questions. Peut-être qu'Emmanuel, je te laisse la parole pour dire quelques mots de conclusion. En tout cas, je remercie l'ensemble des participants pour vos riches questions, vos interrogations qui nous permettent aussi d'éclairer et d'approfondir la réflexion sur le sujet. Donc, bien évidemment, on vous enverra le replay, la note explicative, la liste des participants et la présentation avec toutes les informations. Et on reste aussi à votre disposition pour compléter et répondre à vos éventuelles autres questions sans problème.
Déjà, merci à tous pour la richesse des explications, des informations qu'on a pu avoir. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. On va les reprendre toutes par écrit, d'autant que certaines peuvent être regroupées, et ça permettra de faire le tour peut-être aussi en lien avec Frédéric, différents services, et voir comment on peut y répondre le plus précisément, sachant que, enfin, en tout cas, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a aussi des réponses qui vont arriver au fil du temps et avec l'expérience sur ces nouvelles mesures. Mais effectivement, je pense que c'était utile d'avoir cet échange, que ce sera probablement utile d'en avoir d'autres. C'est un gros changement de modèle qui va prendre du temps et qui nécessite de l'accompagnement, de l'adaptation. Et donc voilà, on est très heureux d'avoir pu avoir cet échange avec vous. Encore une fois, c'est que le début, hein. On va pouvoir vous envoyer les documents et puis continuer à avancer. C'est bien aussi d'avoir pu avoir cet échange avec encore une fois les rédacteurs, hein, du décret, puisque ça permet d'avoir des réponses qui viennent vraiment de la source, et puis aussi dans l'autre sens, de manifester des questions qui peuvent rester posées, et peut-être des points qui méritent un petit peu plus d'explications pour que les acheteurs puissent se projeter dans leurs nouvelles responsabilités. Voilà, écoutez, merci à tous. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi confinée, pour ceux qui sont déjà confinés, et puis pour les autres, à samedi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Et merci beaucoup, Frédéric. Oui. Merci à vous. Oui, merci à vous. J'ai super animé. C'était bien, hein, je crois. Je suis contente, hein, mais je reviendrai vers vous.